En termes de construction de bâtiments neufs, il y en a beaucoup à dire en France, et donc je me suis dit que ça valait le coup d'en parler gentiment entre nous, sans faire de politique, sans faire quoi que ce soit, juste essayer d'établir un constat, une analyse un petit peu froide de ce qui se passe en France. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais séparer cette analyse en deux axes, l'axe structurel et l'axe conjoncturel. Et donc on va vraiment tabler aujourd'hui sur tout ce qui va être offre et donc sur tout ce qui va être structurel pour expliquer la crise du bâtiment, la crise du logement qui est aujourd'hui établie en France parce qu'il y a quand même beaucoup à dire. Histoire de vous planter le contexte, pour ceux qui ne sont pas au courant, on a le plus gros promoteur de France, à savoir Nexity, qui est en plan social depuis maintenant un mois. Voilà, ça vous plante un petit peu le décor. On a tous les grands groupes qui font de la construction, même des groupes moyens dans des petites villes qui sont franchement en grosse difficulté. Et on a un stock de biens neufs à vendre qui n'a jamais été aussi élevé. Donc, si vous voulez, on a une accumulation d'offres. Et pourtant, cette offre, elle n'a jamais été aussi dure à produire. Alors, comment est-ce qu'on explique le fait qu'on n'arrive pas à sortir des bâtiments en France? D'abord, un petit chiffre. On suppose que pour créer un choc d'offres et pour répondre à la demande de logements en France, on aurait besoin de construire 500 000 logements. Sur les 10 dernières années, en moyenne, on est à 350 000, sauf sur une année où on a fait vraiment un beau record à la baisse, on va dire. On en a fait 260. Ben, c'est pas compliqué, c'était l'an dernier sur les mises en construction. Donc ça veut quand même dire qu'on arrive de moins en moins à construire de bâtiments et que ces bâtiments qui n'arrivent pas à être construits, ils n'arrivent aujourd'hui plus à se vendre. Alors qu'est-ce qui se passe? Pour expliquer un petit peu tout ce démêlé, je vais revenir un petit peu sur la taxe d'habitation. Ça me semble assez important puisque la taxe d'habitation, elle a été supprimée pour les propriétaires occupants, pour les locataires. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose que la mairie, que les communes ne touchent plus. C'est-à-dire qu'avant, une commune qui avait le malheur, entre guillemets, de faire un nouveau bâtiment, avait au moins l'avantage de pouvoir profiter d'une nouvelle source d'argent, à savoir cette taxe d'habitation qui, tous les ans, venait un petit peu renflouer ses caisses. Mais une mairie, lorsqu'elle produit un bâtiment, elle réfléchit aussi à ce que ça va lui coûter, et en fonction de la taille du bâtiment, eh bien vous aurez peut-être des infrastructures à refaire, vous allez peut-être avoir des routes à construire, vous allez peut-être avoir une école à reconstruire, pour tout simplement accueillir les enfants qui vont arriver dans ce nouveau bâtiment. Vous allez avoir du parking à produire, encore que le parking ce n'est pas produit par les mairies, mais c'est bel et bien produit par le promoteur, on y reviendra un petit peu plus tard. Toujours est-il que la mairie, aujourd'hui, elle n'a plus aucun intérêt à délivrer un permis de construire assez rapidement, puisque aujourd'hui, elle n'a que des désavantages. Et cette petite source d'argent qu'elle avait avec la taxe d'habitation, eh bien aujourd'hui, elle ne l'a plus. Et évidemment que vous connaissez tous l'adage, un maire qui bâtit est un maire battu. Pourquoi? Parce que il est logique que si vous êtes dans un quartier qui est plutôt agréable et donc qui a une certaine valeur, évidemment que les promoteurs vont avoir envie d'aller construire sur les terrains qui sont là. Et donc, les personnes qui vont voter au communal vont voter pour le maire qui va dire bah, « écoutez, non, ici, il n'y aura pas de construction ». Mais le maire qui, finalement, n'a pas le choix et doit faire la construction parce que, tout simplement, plus au-dessus, eh bien, il y a eu une certaine pression, risque de perdre des voix. C'est ça le jeu de la démocratie, c'est comme ça que ça se passe. Mais aujourd'hui, alors que les maires avaient une petite prime, entre guillemets, pour faire un bâtiment, au moins une prime financière au travers de la taxe d'habitation, aujourd'hui même cette petite prime, elle a disparu. Donc ça veut dire qu'en plus de ne pas gagner d'argent, entre guillemets, pour ses administrés, le maire va en plus perdre des voix. Et c'est pour ça que vous avez une difficulté à accorder pour les mairies des permis de construire. Donc, il y a vraiment, si vous voulez, il y a un risque d'acceptabilité des projets, d'autant plus que les projets, sur beaucoup de secteurs, il y a besoin, les PLU imposent aux promoteurs et aux mairies que lorsqu'il va y avoir un nouveau bâtiment qui va sortir de terre, il va devoir y avoir des logements sociaux qui vont devoir venir se greffer à la promotion au global. Ces logements sociaux vont ensuite être rachetés par le bras armé de l'État, ça peut être différents organismes, enfin bon bref, peu importe. Et donc du coup, pour que l'État puisse acheter ces logements sociaux, ils vont avoir un prix qui va être capé. De ce fait, vu qu'on va avoir un prix capé et que le promoteur va perdre de l'argent sur ces logements sociaux, il va devoir vendre plus cher les logements qui ne sont donc du coup pas sociaux et qui sont a priori, enfin qui sont normaux et qui sont destinés aux propriétaires occupants ou aux investisseurs en Pinel, tout ce que vous voulez. Et parfois, ces logements ont un petit peu mauvaise presse, vont attirer des populations que les riverains n'ont pas forcément envie d'accueillir, à plus ou moins juste titre, et ça encore, ça va freiner la construction. D'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse, c'est bel et bien la promotion et la construction de logements extrêmement chers à une partie de la population qui permet de financer les logements sociaux. C'est pas l'inverse, c'est pas parce qu'il y a des logements sociaux quelque part que l'on arrive à construire cher, c'est bel et bien parce qu'on arrive à construire cher quelque part
qu'on a des logements sociaux sur le même secteur. Mais toujours est-il que sur l'acceptabilité des riverains sans que le bâtiment soit là, c'est un petit peu limité. Donc lorsqu'on est promoteur, on a intérêt de marger très fort d'un côté parce qu'on sait qu'on va vendre à perte de l'autre. Mais à la limite, quand la conjoncture est bonne, ça peut s'entendre. Si on revient un peu sur les promoteurs, évidemment qu'on ne construit pas des bâtiments comme on en a envie en France et qu'on est limité et que l'on est contraint par tout un tas de règles, notamment la RE 2020 et tout un tas de normes. Ces normes, on va un petit peu s'arrêter dessus parce que en fait, tous les ans, il y en a toujours plus. Et ces normes vont très souvent alourdir le côté administratif des promoteurs et surtout vont venir alourdir la charge et le prix des matériaux qui sont nécessaires pour faire les bâtiments. Et donc du coup, ça va venir alourdir la note finale. On va venir augmenter le prix du fait de toutes ces normes. Les normes, franchement, je pourrais juste faire une vidéo dessus sur les normes qui se contredisent parce que vraiment, vous avez régulièrement des normes qui se contredisent. Et je m'étais quand même un peu posé la question de me dire, mais c'est quand même bizarre, parce que j'ai un petit peu regardé ça sur mon temps. Je me suis dit, mais c'est quand même assez incroyable qu'on ait autant de normes qui se contredisent. Et j'ai cherché une explication. Et je me suis dit qu'en réalité, l'explication, la culpabilité, elle est un peu à remettre sur le dos de tout le monde. De manière générale, on va aller créer une norme pour essayer d'anticiper un problème. Ces normes vont être en contradiction avec d'autres choses. Bref, et de temps en temps, sur les chantiers, vous pouvez avoir une malfaçon du fait d'un oubli, il peut y avoir mille et une choses qui font qu'il y a une petite malfaçon, plus ou moins grave bien évidemment, mais toujours est-il qu'une malfaçon va créer du litige. Et ces litiges se multipliant parce que les normes, par exemple, se sont un petit peu, se mangent les unes les autres et que donc du coup, le promoteur savait plus ce qu'il a fait et vu qu'on est en pénurie de main d'œuvre, ça a dû être fait rapidement et peut-être que le chef d'équipe, il est pas si bien formé que ça. Enfin bon, bref, sur les nouvelles normes. Et donc du coup, ça a créé une malfaçon qui a donc créé toute une multitude de litiges. Et bien du coup, pour régler ces litiges, on va recréer une nouvelle norme. Et cette nouvelle norme va venir s'ajouter à toutes celles qui existent déjà. Cette nouvelle norme va venir un petit peu également en contradiction avec les autres. Ça va demander encore plus de formation pour les équipes. Bref, cette nouvelle norme va peut-être créer à elle toute seule de nouvelles malfaçons qui vont recréer à nouveau du litige, qui vont recréer de nouvelles normes. Et de cette manière, vous faites ça en empilant le plus rapidement possible. Et puis au bout de 10 ans, en fait, vous avez une accumulation de normes qui est vraiment qui s'accélère, tout simplement du fait de ce phénomène qui va en entonnoir, entre guillemets, qui est de plus en plus fréquent et fort. Et c'est pour ça qu'on a du mal à sortir du bâtiment en France, parce que honnêtement, il faut carrément être un expert en droit pour pouvoir sortir un bâtiment de terre, tellement c'est contraignant. Et donc toutes ces normes vont venir aussi alourdir le coût de la construction, et vont favoriser mécaniquement que les gros groupes et pas les petits promoteurs qui font des petits bâtiments, parce qu'il n'y a que eux qui peuvent supporter une charge administrative aussi lourde. Et encore que même les grands groupes, vous voyez aujourd'hui, sont en plan social parce que les choses sont trop compliquées. Et c'est pour ça qu'on a aussi une raréfaction de l'offre et que les petits promoteurs ont du mal à survivre, sauf s'ils ont vraiment une grosse réputation et qu'ils arrivent à vendre encore plus cher qu'on va dire que les institutionnels, quoi. Mais sinon, que c'est compliqué. Et en plus de ça, évidemment, pour construire des bâtiments, il nous faut du terrain. Et ce terrain, avec les PLU qui ont été votés récemment, il y en a de moins en moins. On les a réduits. Et on a un vrai désir de ne pas artificialiser les sols. Donc du coup, le foncier se raréfie. Mais on n'a pas encore inventé de technologie pour créer des bâtiments flottants qui n'auraient pas d'emprise au sol. Et donc, vous avez plus de difficultés à trouver du terrain pour sortir du logement. Et ça, ce sont les grandes raisons qui expliquent qu'on n'arrive pas à produire du bâtiment neuf et qu'on a aujourd'hui une vraie crise du logement. Et très souvent, les gens qui se plaignent, dans les grandes villes notamment, qu'on a une pénurie à la location, parce qu'aujourd'hui c'est le cas, on a des étudiants aujourd'hui qui sont dans des campings depuis septembre parce que tout simplement, il n'y a plus d'offres. Par contre, la demande, elle est restée la même. Et vous avez des personnes qui se plaignent que leur fille, que leur fils, que leur petit-fils, que leur petite-fille n'arrivent pas à trouver de location et sont dans des campings. Alors que eux, ils ont sûrement fait un recours sur le bâtiment qui est juste à côté de chez eux, qui devait se construire pour un petit peu libérer de la place en location. Donc en fait, si vous voulez, sur cette crise, tout le monde est coupable. Les administrés, les communes, l'État, mais c'est le fameux jeu de la démocratie, j'ai envie de vous dire. Tout le monde a raison à la fois et tout le monde est tort à la fois. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Toujours est-il qu'on n'arrive pas à produire assez de logements, et c'est effectif puisqu'on a des gens qui n'arrivent pas à se loger. Et donc là, vous avez entre guillemets les causes structurelles de la faillite à la fois des promoteurs et de la pénurie de logements en France. Voilà pour les causes structurelles. Donc là, on a vraiment géré tout ce qui était en rapport avec l'offre. Et dans la prochaine vidéo, on verra tout ce qui a à voir avec la demande, parce qu'on a une crise conjoncturelle qui s'ajoute à cette crise structurelle. Cette crise, évidemment, vous vous en doutez bien, c'est la crise des taux, mais pas que.
Merci de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très vite pour qu'on puisse aborder la crise conjoncturelle. Ciao ciao ciao!